Bienvenue à tous. Afrique Presse, l'actualité débattue sur RFI et TV5 Monde par Sabine Sessou, journaliste indépendante, Pascal Hérault du journal L'Opinion et Francis Patindé, journaliste indépendant et chargé de cours à Sciences Po Paris. Et c'est autour de deux sujets cette semaine. Les enjeux politiques autour des funérailles de l'opposant congolais Étienne Tshisekedi en RDC et puis au Cameroun, la poursuite de la fronde dans les régions anglophones et des leaders de cette contestation toujours en détention. Alors à quand les funérailles d'Étienne Tshisekedi alors que les restes de l'opposant congolais sont toujours en Belgique où il s'est éteint le 1er février? Eh bien les Congolais qui veulent lui rendre un dernier hommage ne sont toujours pas fixés. Ces obsèques sont pour l'instant hypothéquées par le bras de fer entre d'un côté la famille et les héritiers politiques de l'illustre défunt et de l'autre le pouvoir de Joseph Kabila. Le résumé du sujet par Laure de Matos de TV5 Monde. Le siège de l'UDPS, le parti de feu Étienne Tshisekedi. C'est le lieu où ceux qui souhaitent rendre hommage à l'ancien opposant décédé se rassemblent. Ce mardi matin, des chants de deuil en Tchiboula accompagnent les anonymes et les personnalités venues se recueillir. À l'image de Monseigneur Fridola Ambongo, le vice-président de la conférence épiscopale de la RDC. Près de 2 semaines après la mort d'Étienne Tshisekedi, aucune date n'est fixée pour le retour de sa dépouille. La famille Tshisekedi et l'UDPS attendent des garanties du pouvoir. Ils craignent que des funérailles mal organisées ne suscitent des violences à Kinshasa. Il y aura d'ici peu des contacts, des discussions pour dégager un compromis qui va permettre à ce que le corps soit rapatrié et effectivement qu'on lui réserve les obsèques qui sont des obsèques grandioses parce que Tshisekedi a été grand. Des obsèques grandioses avant qu'Étienne Tshisekedi ne repose dans un mausolée. C'est l'autre point de désaccord entre les deux partis. L'UDPS a évoqué 2 sites symboliques au cœur de la capitale congolaise, le Palais du Peuple et les alentours du ministère de la Justice. Des propositions rejetées par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, mais le pouvoir se dit force de proposition. Le gouverneur de la ville a même pris la précaution de préparer 2 sites qu'il va soumettre au choix de la famille. Les travaux d'aménagement de ces sites ont même déjà commencé. On n'a pas attendu qu'ils reviennent. Ces obsèques très politiques butent aussi sur la question de la mise en œuvre effective de l'accord du 31 décembre dernier, censé sortir le pays de la crise liée au maintien au pouvoir de Joseph Kabila. Lundi, Félix Tshisekedi, le fils et successeur d'Étienne, a assuré qu'elle n'était pas une condition au retour de la dépouille de son père en RDC. Voilà une précision pour nos auditeurs radio. On a entendu successivement dans ce sujet Bruno Tshibala de l'UDPS, le secrétaire général adjoint du parti fondé par Étienne Tshisekedi, et puis Lambert Mende, qui est le porte-parole, ministre de la Communication donc, du gouvernement congolais. Alors, Sabine Sessou, même dans la mort, Étienne Tshisekedi, l'opposant historique, continue de peser de tout son poids sur cette scène politique congolaise. Oui, le Congo pleure la disparition d'un opposant historique et ça redistribue un peu les cartes puisque du coup Moïse Katumbi peut se positionner comme la principale alternative à cette nuance près qu'il y a un problème de confiance entre les différents cercles des opposants en RDC parce que Moïse Katumbi est arrivé à l'opposition assez récemment par rapport à Étienne Tshisekedi. En quittant les rangs du pouvoir. Voilà, en quittant son poste de gouverneur de la province du Katanga. Donc, une partie de la donne se trouve dans la complexité de la situation de Moïse Katumbi, qui est poursuivi en justice, qui ne peut pas revenir, qui voudrait, disent certains médias, mais c'est à vérifier, rentrer à Kinshasa avec la dépouille de Tshisekedi. Le jeu reste largement ouvert et la force d'inertie du côté du pouvoir est totale, reste totale, on le voit bien. Même dans l'organisation de ces obsèques, c'est assez fascinant.
Alors, la famille, Félix Tshisekedi, Francis Patindé n'a pas désavoué Maurice Katumbi, qui a, semble-t-il, demandé à pouvoir entrer en RDC avec la dépouille mortelle d'Étienne Tshisekedi, parce que Moïse Katumbi fait l'objet de condamnations, jugées plutôt des condamnations politiques plutôt que de condamnations fondées sur le plan juridique. Cela étant, pour revenir à Félix Tshisekedi, il dit que son père appartient au patrimoine national de la RDC et réclame donc l'édification d'un mausolée en plein cœur de Kinshasa. Une requête que ne veut pas véritablement satisfaire le pouvoir, en tout cas pas dans les conditions exigées par le fils. Tshisekedi a été un grand opposant, non seulement congolais, mais également africain. Donc il a également, on l'oublie souvent, il a été Premier ministre du Congo. Donc c'est un homme d'une stature nationale qui a été inébranlable dans certaines de ses convictions. Je pense qu'il mérite des obsèques nationales. Le problème, c'est que tout le monde aujourd'hui cherche à récupérer sa dépouille. Sa famille biologique, sa famille politique, à qui d'ailleurs devrait revenir le dernier mot, mais également le pouvoir qui veut en profiter pour se refaire une santé, mais les autres opposants également. Vous parliez tout à l'heure de Moïse Katumbi, qui effectivement veut prendre ce train en marche pour retourner et profiter de recueillir les fruits de ces obsèques nationales. Je trouve qu'il faut respecter la mémoire du défunt, il faut respecter les volontés de sa famille et de ses amis politiques, à qui devrait revenir le dernier mot. Pascal ? Oui, il y a des exigences qui sont peut-être difficilement réalisables, comme l'érection d'un mausolée. C'est pas un peu anachronique, un mausolée à la Lénine, à la Mao? Oui, mais c'est à l'image aussi du personnage qui s'est quand même opposé, qui a été le principal opposant, qui s'est opposé au maréchal Mobutu, qui s'est opposé à Kabila père, qui s'est opposé à Kabila fils. Alors, on est en plein bras de fer, on est dans l'impasse, on n'a pas de date de retour, avec d'un côté un pouvoir qui essaye de récupérer l'événement, qui veut l'organiser, qui veut le financer, qui veut en profiter aussi certainement pour gagner du temps et pour peser sur des négociations que le pouvoir pourrait aimer reprendre ou revoir à ses propres conditions. On sait que l'accord du 31 décembre n'a pas connu un début d'application. Puis d'un autre côté, on a la famille, on a l'UDPS qui est profondément divisée, ça il faut le savoir, entre les plus intransigeants qui incarnent la ligne ferme d'Étienne Tshisekedi et puis les plus modérés. Et au sein même de la famille, on était divisés. On sait que ces derniers mois, Madame Tshisekedi et Félix étaient plus enclines à négocier avec Kabila pour mettre en place un gouvernement de réconciliation, ou intérimaire. On est dans une situation institutionnelle inédite. Le mandat du chef de l'État s'est achevé en fin d'année. Donc on est dans ces jeux de pouvoir d'un côté et de l'autre. On ne sait pas quelle va être l'issue. Le temps, à mon avis, joue pour le président en place. Si c'était déjà sa stratégie, la stratégie du glissement. Après, il faut voir si l'UDPS va réussir à rester uni dans ces événements et à savoir si les pressions extérieures, la conférence épiscopale, l'Union européenne, l'Union africaine, qui ont aussi pris position pour l'application de cet accord, si tout le monde va rester soudé pour faire pression sur le pouvoir et pour qu'on puisse vraiment aboutir à une transition. On commence à voir des signes quand le pouvoir dit qu'il ne pourra peut-être pas organiser les élections à la fin de l'année, qu'elles n'ont pas été budgétisées. C'est 1,5 milliard, c'est 3 élections, c'est des provinciales, des municipales et une élection. Une élection d'atermoiement. Alors, Sabine, est-ce qu'il n'y a pas de crainte non plus de voir le rassemblement de l'opposition, ce mouvement qui a été fondé par Moïse Katumbi, Tshisekedi, en Belgique, je crois que c'était en juin dernier, voir également ce mouvement menacé. D'ailleurs, l'une des conditions du retour du corps, mais ensuite la famille est revenue sur cette condition, était la nomination d'un Premier ministre issu des rangs du rassemblement de l'opposition. Je pense pas que le rassemblement soit fondamentalement menacé, parce qu'il y a quand même des enjeux politiques forts au Congo qui dépassent même la personne d'Étienne Tshisekedi. Je veux dire, le respect de la Constitution, l'organisation des élections,
toute la société civile quand même est vent debout pour faire respecter les règles du jeu. Et la présence de cette plateforme de l'opposition me paraît pas remise en cause directement maintenant, non. D'accord. Sauf si, évidemment, l'UDPS éclate, explose, et ça, ce serait compliqué après à gérer. Ouais. Alors, Pascal a évoqué, Francis, les pressions, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Mais il y a l'ONG de défense des droits de l'homme congolaise, La Voix des Sans-Voix, qui a tiré la sonnette d'alarme le week-end dernier en disant attention à cette instrumentalisation autour de la dépouille mortelle de Kabila. Évidemment, instrumentalisation par, je dirais, les deux bords. Et disant clairement qu'il y a peut-être un risque d'un retour à la violence, finalement. Je pense qu'ils ont raison parce que, au-delà de la dépouille mortelle, il y a quand même le Congo. Et c'est un pays qui est dans le provisoire qui dure. Donc je pense qu'il faut, il faut parer au plus pressé et que le pouvoir a tout intérêt à ce que ça dure. Parce qu'ils viennent de gagner dans un répit, un sursis d'1 an. Et je pense que, comme le disait Pascal tout à l'heure, rien n'est prêt, c'est pas budgétisé. Et il y a lieu de croire que M. Kabila joue de tout cela et qu'il prolonge son mandat. Donc il faut aller vite à ses obsèques et puis passer à autre chose. Parce qu'il y a une campagne après, il y a d'abord un gouvernement à mettre en place, il y a des mesures à prendre et aller rapidement aux élections. Pascal ? Ce qui est désolant, c'est que la RDC allait mieux il y a quelques années, il y a peut-être 3-4 ans. Il y avait eu ces brigades, ces interventions à l'Est, donc la situation sécuritaire avait tendance à s'arranger. Et aujourd'hui, on retrouve une situation économique qui est déplorable. Et je lisais ce matin la dernière note de Standard & Poor's. Il n'y a plus de réserve de change dans le pays. Il y a une inflation qui repart. La situation sécuritaire dans la région, dans la province de Tanganyika est explosive. Il y a des combattants sud-soudanais qui passent la frontière. Absolument. Et même dans le Kasaï, c'est explosif avec cette secte qui est religieuse. Donc la situation est très précaire. On a plutôt intérêt à aller vite à ces élections et à repartir avec un gouvernement, un programme de travail et avoir en perspective des élections qui permettront d'assurer une transition qui pourrait... En tout cas, ce pourrissement de la situation ne peut que profiter à Kabila. Voilà, RFI, TV5 Monde Afrique Presse, et l'on passe à notre deuxième sujet, cette contestation qui se poursuit dans les provinces anglophones du Cameroun. 2 provinces, des enseignants, des avocats sont en grève depuis plus de 2 mois pour protester contre la marginalisation sociale, économique et culturelle de leur région. Alors, l'armée a été déployée, Sabine, des manifestants réprimés, des contestataires arrêtés, déférés devant la justice. 3 procès ont été repoussés cette semaine. Alors, des élus du RDPC, le parti au pouvoir, sont intervenus auprès du président Paul Biya pour lui demander de faire preuve de mansuétude à l'égard de ces 3 leaders de l'opposition, dont un universitaire, un avocat, afin de les libérer. Mais ces mêmes élus, ces mêmes députés soutiennent son traitement de cette crise. Or, il se trouve que c'est un traitement plutôt musclé plutôt que politique. C'est-à-dire, il répond par la répression, je dirais, par une attitude très politique à des revendications qui ne sont pas politiques, somme toute. Oui. On voit bien toute la nature autocratique du régime dans la façon dont il répond à ces doléances qui sont quand même anciennes, qui ne sont pas nouvelles et qui ressurgissent de manière récurrente au Cameroun. Il y a un problème depuis le début, depuis l'indépendance et depuis surtout la suppression des régions fédérées anglophones en 72 par le régime d'Ahidjo. On a vu l'opposition menée dans les années 90 au moment du multipartisme par Ni John Frundi, qui était issu des zones anglophones. Ni John Frundi a ensuite été, on peut dire, étouffé ou acheté par le pouvoir. Enfin, c'est ce qu'on lui reproche. Une autre opposition est en train de naître dans ces régions. Et ce qu'elle reproche au pouvoir, c'est pas seulement le fait d'être... C'est plutôt une société civile, d'abord. Oui, c'est pas seulement d'être des citoyens de seconde zone, comme les Casamançais peuvent le ressentir au Sénégal, ou les gens du Nord, dans tous les pays du Golfe de Guinée, qui se sentent plus ou moins marginalisés.
Je crois qu'il y a un problème sévère de gouvernance au Cameroun qui fait que quand la police se livre à des brutalités, quand des radios sont fermées, manu militari, quand des journalistes sont arrêtés... Internet coupé. Internet suspendu depuis plus de 5 semaines. Je crois que en fait, la brutalité de la réponse empoisonne complètement la question et finalement la rend encore plus brûlante, violente et difficile à traiter. L'attitude du gouvernement du pouvoir de Yaoundé est d'autant plus mal ressentie qu'on l'avait déjà évoqué ici sur ce plateau, et d'autant plus mal ressentie que ces deux régions anglophones pourvoient en grande partie les richesses du pays, pourvoient aux richesses du pays. C'est-à-dire les richesses du Cameroun dépendent à 80%, dit-on, des ressources qui proviennent notamment des ressources pétrolières de cette région, Francis. Oui, en effet, mais le vrai problème au-delà de la langue, parce que quand on dit que c'est des anglophones, la plupart d'entre eux parlent le pidgin, qui est en fait un créole, c'est pas l'anglais académique de Londres et tout. Au-delà de ça, c'est un problème de gouvernance, un problème de pouvoir qui se pose au Cameroun. Vous allez voir, c'est un glacis, c'est une chape de plomb épaisse sur ce pays depuis des années. Le président, on dit qu'il est arrivé au pouvoir en 1982, mais il était dans les allées du pouvoir. Il était à la présidence depuis 1962. Il n'y a aucune alternative. C'est un régime avec un scrutin uninominal à un tour, avec le nombre de mandats illimité. Le mandat lui-même dure 7 ans. Vous savez, et c'est un pouvoir vieillissant. Donc le combat des soi-disant anglophones aujourd'hui, c'est un combat pour la démocratie, c'est un combat pour le fédéralisme, peut-être parce qu'ils demandent le respect de leur culture, de leur spécificité, de leur singularité. Mais ils se battent pour la démocratie au Cameroun. Et ce qui m'inquiète, moi, c'est le silence de John Frondi, par exemple, je prends le SDF qui ne dit mot, et des intellectuels francophones camerounais, de nos amis journalistes, de nos amis avocats camerounais qui ne disent mot, parce qu'ils pensent que leur privilège en tant que francophone est mieux, alors que les gens se battent pour la démocratie. Silence radio également du côté des médias français sur ces événements, quand même une situation extrêmement tendue, Pascal, comme s'il y avait un parti pris à travers ce silence assourdissant. On est en pré-campagne électorale en France aussi, c'est une zone, mais on parle beaucoup, c'est une zone un peu oubliée. Quand même des États-Unis. C'est une zone un peu oubliée. Non, mais on parle beaucoup de M. Trump. Du côté du pouvoir politique français, j'ai l'impression qu'on s'est résigné à faire en sorte que on ne pourra rien faire tant que Paul Biya n'aura pas fini son mandat, enfin n'aura pas décidé de rendre le tablier. Donc on ferme les yeux sur une répression d'une ampleur phénoménale. On reproche aux personnes emprisonnées des actes de terrorisme. Je ne sais pas si vous voyez, simplement pour des revendications. Un non-sens. Au mieux de fédéralisme, au pire de sécessionnisme, et qu'on a vu dans d'autres pays. C'est purement scandaleux. Auparavant. Et tout ça traduit... ce qui est intéressant, c'est que les politiques sur place, John Frondi notamment, a été dépassé ces dernières années. Maintenant, c'est des corporations, c'est des enseignants, c'est des avocats, c'est des jeunes. Et tout ce qu'ils demandent, c'est des années... Ils voudraient qu'on revienne sur des années de frustration et qu'on applique de manière... plus importante le bilinguisme, l'égalité dans l'administration, avoir une meilleure justice, avoir des programmes scolaires aussi qui soient plus adaptés, qui prennent plus en compte les particularités ou les spécificités anglophones. Et tout ça, le pouvoir n'y a pas répondu. Il y a une loi de décentralisation qui avait été mise en place au Cameroun en 1996 et qui n'a pas connu un début d'application. C'est intéressant cette histoire parce qu'on voit bien tout le hiatus qu'il peut y avoir entre l'Afrique anglophone et l'Afrique francophone. On a d'un côté une Afrique anglophone qui avance sur le plan de l'économie et on pourrait comprendre que les Camerounais, la partie anglophone du Cameroun s'identifie au Nigeria ou à une Afrique anglophone. Il y a ce risque déjà, en tout cas. Oui. Qui connaît l'alternance et certaines performances économiques, une forme d'indépendance économique intéressante, alors que l'Afrique francophone reste complètement à la traîne sur le plan de la gouvernance, surtout en Afrique centrale, et sur le plan de l'économie, c'est pas encore ça non plus.
Alors, juste pour revenir sur cette coupure d'Internet, il y a aussi le fait que les envois d'argent des Camerounais expatriés des régions anglophones ne parviennent plus à envoyer de l'argent, là aussi depuis plusieurs semaines, quasiment depuis le début des remous. Et le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a dénoncé carrément une punition collective, accuse le pouvoir de Yaoundé de punition collective des populations. Mais c'est tout à fait exact. La répression frappe, c'est-à-dire de façon indiscriminée. Il y a des gens qui sont bastonnés. Il y a une volonté de couper ces deux régions du reste du pays. Il y a également le fait que on ait décidé de faire le procès de ces 3 personnes dont vous avez parlé tout à l'heure à Yaoundé, et que l'acte d'accusation était en français. Il a fallu traduire. La traduction était tellement mauvaise que les avocats ont reporté, mais également le fait qu'on les juge selon une loi de 2014 et qui a été prise pour combattre Boko Haram. Ils sont considérés comme étant des terroristes et ils risquent même la peine capitale. Même si la peine capitale n'est pas appliquée depuis des années au Cameroun, ils risquent la peine capitale. L'acte d'accusation est complètement en décalage. En décalage total. Et tout cela est scandaleux. Il faut respecter la singularité des gens. C'est pas parce qu'on parle pidgin ou qu'on parle anglais qu'on doit être voué aux gémonies. Voilà. Alors, Francis l'a plus ou moins évoqué, ça fait donc des années que M. Biya est au pouvoir, et on voit aussi dans ce comportement du pouvoir très dur à l'égard de cette contestation, comme aussi l'illustration de cette fin de règne, et puis aussi peut-être de cette bataille de succession feutrée entre notamment élite militaire et civile à Yaoundé, Pascal. Vous savez, la fin de règne, on l'annonce déjà depuis très longtemps au Cameroun. Je connais des générations de Camerounais de la diaspora qui rêvent de rentrer au pays. Vous ne croyez pas à cette... Ouais. On ne sait pas. On ne sait pas ce que va décider, in fine, le chef. Et on parlait l'année dernière même d'avancer les élections pour qu'il puisse se représenter et puis repartir. Je pense qu'une majorité de Camerounais sont désabusés par la situation. Il ne se trouve pas de gens raisonnables au gouvernement pour dire arrêtons les frais. C'est un système que vous essayez de sortir la tête de l'eau, et le coup de le massue tombe tout de suite. C'est l'histoire du Cameroun. C'est un régime totalement opaque, avec la complicité d'ailleurs d'une partie de la population et des élites qui font avec lui. Il ne pense pas, il n'arrive pas à penser le Cameroun sans Paul Biya. Alors que ce monsieur est octogénaire, qu'il est au pouvoir, que son pouvoir est vieillissant et fatigué. Pour moi, c'est vraiment le syndrome ce que j'appelle le syndrome Mobutu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen de quitter le pouvoir de son vivant, et quitte à mettre le pays par terre, voilà, on s'entête à rester. C'est la même chose au Zimbabwe. Et évidemment, plus ça va, plus ça devient absurde et kafkaïen, d'ailleurs. C'est plus la zone anglophone. L'attitude aussi de la zone anglophone tranche avec la zone francophone. Les francophones sont à peu près 75%. Ils sont extrêmement passifs. Ils subissent de manière passive, je dirais, ce régime complètement vieillissant, omnipotent, alors que, effectivement, les anglophones disent ras-le-bol, quoi. Changeons, arrêtons. Ils disent ras-le-bol, ils sont assez unis dans les manifestations. Ce qu'il faut voir, c'est leur réaction par rapport à la répression brutale. Ça a été de changer de stratégie, dire on fait des opérations en ville morte, qui sont extrêmement bien suivies et qui dérangent le pouvoir à un point. Et on voit aussi que, contrairement à la zone francophone, il y a une nouvelle génération de leaders politiques qui émergent dans la zone. C'est des gens comme Christopher Formouyo, qui est le directeur Afrique du National Institute. Ou alors l'avocat Maître Mouna. Donc, mais il y a une excellence au Cameroun. Il y a de grandes figures anglophones camerounaises qui sont effectivement très respectées. Et au-delà, il y a une excellence camerounaise qui fait briller le pays, malgré son régime, partout dans le monde. Il y a des Camerounais excellents partout. Donc vous ne voyez pas Paul Biya assouplir sa position, Francis, dans cette affaire ? Moi, je pense que par la répression et les manifestations, ça finira par gagner le reste du pays. Parce que les intérêts sont communs. Au-delà des questions linguistiques et tout, il y a une soif de démocratie. Il y a une population qui est extrêmement jeune au Cameroun et qui finira par dire son ras-le-bol à quelqu'un qui a fini son époque.
Un dernier mot. Il est peut-être un peu tôt pour le dire, mais la Pascal. réunion des parlementaires à Bamenda est peut-être un signe quand même. Les députés ont demandé la libération des prisonniers. Donc c'est peut-être Tout en le appuyant signe, la politique de Biya tout en sur cette appuyant, crise. mais en demandant aussi la mise en place de groupes de vigilance. Donc c'est peut-être le signe aussi d'un pouvoir qui voit les limites ou qui va droit dans le mur et qui peut-être essaye une autre stratégie, de voir s'il y a une autre alternative. L'avantage aussi de ces manifestations, c'est de faire que Paul Biya reste enfin dans son pays. Parce qu'il passe plus de temps à l'extérieur qu'au Cameroun. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous, Sabine Sessou, Francis Patiné, Pascal Hérault, ainsi qu'aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse. Cette édition est disponible sur les sites internet de RFI et de TV5 Monde. Encore grand merci de votre fidélité à Afrique Presse.